En ce 30 juillet 2011, la police de Salisbury, en Caroline du Nord, reçoit un appel signalant la disparition d'Erica Lynn Parsons, une adolescente de 15 ans qui semble jusqu'ici plutôt discrète. Les agents, peu habitués à ce type de situation dans cette ville d'environ 33 000 habitants, s'interrogent immédiatement. Pourquoi personne ne remarque l'absence d'une jeune fille pendant si longtemps? Et comment expliquer qu'elle se volatilise sans laisser de traces? Ils découvrent rapidement qu'Erica, née le 24 janvier 1996, vit sous la garde de ses parents adoptifs, Casey et Sandy Parsons. Dès le premier contact avec le couple, les autorités ressentent une certaine tension. L'un et l'autre évoquent une adolescente réservée, décrite comme souvent timide, qui reste en retrait lors des réunions familiales et n'entretient pas de lien très solide avec l'environnement scolaire. Cette description intrigue les enquêteurs, qui s'efforcent de comprendre l'histoire familiale complexe dans laquelle Erica évolue. L'adoption officielle d'Erica par Casey et Sandy n'est pas entourée du même enthousiasme que l'on observe habituellement lorsque des parents accueillent un enfant. Certaines personnes de la communauté, bien que souvent peu informées des détails exacts de ses origines, ont l'impression qu'il y a une distance émotionnelle au sein de ce foyer. On raconte qu'Erica n'a pas la même attention que les autres enfants présents dans la maison, comme si sa présence se faisait plus discrète que celle des membres biologiques de la famille. Les autorités apprennent aussi qu'avant son arrivée définitive chez les Parsons, Erica fait déjà face à plusieurs problèmes, notamment des difficultés de comportement et de santé mentale qui requièrent un soutien particulier. Il se murmure que ses premiers mois de vie sont marqués par l'instabilité, ce qui pourrait expliquer sa fragilité émotive et sa tendance à se renfermer lorsqu'on l'observe de trop près. Au sein du quartier, rares sont les voisins qui savent vraiment à quoi ressemble Erica, car elle ne sort pas souvent. Quelques enseignants de son école remarquent un malaise qu'ils peinent à nommer. Elle se tient à l'écart, semble fatiguée, et parfois exprime une inquiétude à voix basse quand on interroge sur sa vie à la maison. Certains proches de la famille notent que la jeune fille n'apparaît presque jamais dans les photos de vacances ou lors des grands repas communs. Tout se passe comme si elle vivait dans l'ombre, sans véritable soutien affectif. Cette impression grandit lorsque, peu de temps avant que sa disparition ne soit officiellement signalée, on remarque que son comportement devient plus effacé encore, comme si elle cherchait à échapper au regard. Les services sociaux de la région sont déjà intervenus par le passé pour vérifier le bien-être d'Erica. Selon certains rapports, la relation qu'elle entretient avec Casey et Sandy est parsemée d'échanges tendus, ponctués d'incompréhension et de violences verbales. Les tensions ne se limitent pas non plus à l'adolescente. De rares disputes sont mentionnées dans l'entourage, impliquant plusieurs membres de la famille élargie, ce qui crée un climat difficile. Les enseignants, de leur côté, enregistrent certaines absences répétées d'Erica en classe et commencent à s'inquiéter. Pourtant, personne ne semble alerter immédiatement les autorités, comme si tout le monde présume que cette adolescente, déjà vulnérable, s'accommode de la situation ou finit toujours par réapparaître sans trop de heurts. Lorsqu'on dépose enfin un rapport de disparition, de nombreuses pièces manquent pour reconstituer la chronologie précise des événements. Les parents adoptifs soutiennent qu'Erica a quitté la maison pour rendre visite à une parente, sans offrir de preuves vérifiables. Les forces de l'ordre examinent l'historique familial et découvrent que la jeune fille n'a pas été vue depuis plusieurs semaines, possiblement des mois. Cette révélation éclaire d'un jour nouveau l'inquiétude à son sujet. Pourquoi est-ce seulement maintenant que l'on signale son absence? Les autorités s'entretiennent avec les proches, essaient de rentrer en contact avec les professeurs et réalisent peu à peu que l'image d'une vie de famille classique, avec ses hauts et ses bas, dissimule une réalité bien plus tourmentée. Certains témoignages évoquent des cris et des pleurs entendus derrière les murs de la maison des Parsons, tandis que d'autres insistent sur la nature renfermée d'Erica, qui n'ose pas exprimer ses craintes à l'extérieur. L'adolescente, de son côté, ne laisse pratiquement rien derrière elle. Pas de journal intime, pas de message qui indiquerait un malaise ou un désir de prendre la fuite de son propre chef. L'environnement de Salisbury, une communauté relativement soudée, prend peu à peu conscience qu'un drame se joue sous ses yeux. Une quinzaine d'années de vie résumées à de vagues souvenirs, des documents administratifs et quelques descriptions imprécises recueillies dans son école.
Les officiels se demandent si elle reçoit des soins médicaux adéquats pour ses troubles de santé mentale et s'inquiètent du manque de fiabilité dans les informations transmises par les Parsons. Certains habitants commencent à remettre en question l'implication du couple qui, déjà soupçonné d'adopter une attitude ambiguë, passe davantage de temps à se justifier plutôt qu'à fournir des éléments utiles pour la retrouver. Au fil des jours, la question se pose avec de plus en plus de gravité. Comment Erika, qui fréquente pourtant l'école et vit dans une zone résidentielle surveillée, peut-elle disparaître en silence? Ses professeurs, parfois anxieux d'avoir manqué un signe avant-coureur, essaient de se souvenir du moindre détail. Ils se rappellent une jeune fille qui parlait peu, prise dans ses pensées, peut-être en proie à un isolement qui la pousse à cacher sa souffrance. Des amis de la famille confient que, lorsque Casey et Sandy évoquent Erika, le ton monte vite, comme si la simple mention de son nom réveillait une source de stress. Les autorités se disent qu'il est possible qu'Erika ait tenté de fuir un environnement jugé toxique, mais aucune trace ne corrobore cette hypothèse. Les pistes s'entremêlent et sèment la confusion. Des rumeurs circulent à propos d'éventuelles tensions avec d'autres membres de la famille adoptive, ce qui jette une lumière nouvelle sur l'adoption elle-même. On apprend qu'Erika était confiée à Casey et Sandy alors qu'elle n'est encore qu'une enfant vulnérable, déjà marquée par un passé compliqué. On murmure que sa mère biologique a rencontré des difficultés majeures et que la solution envisagée pour protéger Erika passe, à l'époque, par l'adoption. Les gens de Salisbury, qui ne connaissent pas tous ces détails, jugent parfois de manière hâtive la situation, sans saisir la complexité de trouver un foyer stable pour une enfant ayant déjà souffert. À présent, l'ensemble de la communauté se retrouve dans l'incertitude et se demande comment aider les enquêteurs. Les patrouilles, les appels téléphoniques et les recherches commencent, mais rien ne mène directement à Erika. Plusieurs semaines après la déclaration de disparition, la perplexité grandit. On se questionne sur le temps qui s'écoule avant l'officialisation de sa disparition. Les premiers indices recueillis laissent penser qu'il y a des zones d'ombre dans la version de Casey et Sandy. Les tensions au sein du foyer, les silences d'Erika, la confusion de l'entourage et le caractère hésitant des témoignages alimentent un climat de méfiance. Les habitants de Salisbury, conservateurs et peu habitués aux gros titres dramatiques, commencent à se sentir concernés malgré eux. Ils découvrent progressivement l'histoire compliquée de cette adolescente, née le 24 janvier 1996, adoptée pour recevoir un nouveau départ, mais curieusement tenue à distance du monde extérieur. Chacun se demande désormais ce qu'il est advenu de cette jeune fille que quasiment personne ne remarque, et pourquoi elle a littéralement disparu de la vie quotidienne. L'incompréhension domine, tandis que les autorités, sous pression, poursuivent assidûment leurs recherches et tentent de comprendre les origines des tensions dans la famille Parsons, dans l'espoir de retrouver Erika saine et sauve. Les jours suivants, Casey Parsons fournit au détective une explication troublante. Elle prétend avoir envoyé Erika vivre chez une proche, une certaine Nan, prétendument la grand-mère biologique de la jeune fille. Cependant, aucun document ne vient étayer cette histoire, pas plus que de preuves attestant de la localisation de cette mystérieuse parente. Les enquêteurs cherchent désespérément à contacter cette fameuse Nan, mais l'identité de cette femme demeure insaisissable, et personne dans l'entourage des Parsons ne semble la connaître. À mesure que la police insiste, Casey maintient son récit et assure qu'Erika serait bien à l'abri. Les autorités, peu convaincues, commencent à recueillir des témoignages de voisins qui affirment ne pas avoir aperçu l'adolescente depuis des mois avant la déclaration de disparition. Certains remarquent même un changement dans l'ambiance de la maison, où les tensions semblent s'intensifier. Les enquêteurs notent également que la scolarité d'Erika n'a pas été suivie de manière cohérente, et que ses absences répétées à l'école paraissent suspectes. Cette accumulation de faits éveille la curiosité des médias locaux, qui commencent à couvrir l'affaire et alimentent les spéculations selon lesquelles la réalité serait plus sombre qu'il n'y paraît. Lorsque la police approfondit ses recherches,
elle découvre des éléments préoccupants sur le climat familial. Des rapports passés indiquent que des services sociaux se sont déjà inquiétés du sort d'Erika et des autres enfants vivant avec Casey et Sandy. Des témoignages rapportent des cas de maltraitance présumée et de négligence, bien que rien n'ait abouti à des poursuites fermes à cette époque. Les enquêteurs prennent alors conscience de l'extrême vulnérabilité d'Erika, qui semble avoir grandi dans un environnement instable. L'équipe se penche sur des dossiers médicaux, espérant y trouver des documents récents qui prouveraient qu'elle a consulté un médecin ou reçu un traitement quelconque. Mais les données disponibles s'arrêtent brutalement des mois avant le signalement de sa disparition. L'hypothèse selon laquelle elle n'a jamais réellement quitté le domicile parental commence à se dessiner, et les soupçons de violence ou de confinement grandissent. Les autorités interrogent également d'anciens enseignants qui relèvent la timidité excessive d'Erika et se demandent si elle cachait des problèmes encore plus graves que ne le laissait paraître son attitude discrète. Au fil de l'année 2012, l'enquête progresse, mais aucun élément décisif ne permet de retracer la localisation d'Erika. Les détectives multiplient les interrogatoires et tentent de rassembler un dossier suffisamment solide pour éclaircir cette disparition. De leur côté, Casey et Sandy Parsons ne fournissent guère davantage de précision, arguant toujours que leur fille adoptive est partie volontairement pour rejoindre cette prétendue grand-mère. La presse locale continue à rapporter chaque nouveau rebondissement, et la population de Salisbury se divise entre ceux qui veulent accorder le bénéfice du doute aux parents et ceux qui dénoncent un laxisme ou un mensonge de leur part. Au cours de cette période, des experts en psychologie et des travailleurs sociaux commencent à partager leurs inquiétudes sur l'état potentiel d'Erika si elle est encore en vie. Ils soulignent que toute rupture prolongée de lien avec l'école et le système médical représente un sérieux danger pour une mineure. L'absence de nouvelles de l'adolescente finit par alarmer les associations de protection de l'enfance, qui apportent leur soutien aux enquêteurs et diffusent un appel à témoins. Face à la pression croissante, les autorités ne lâchent rien et poursuivent leurs investigations. Elles examinent les relevés bancaires de la famille, interrogent des connaissances éloignées et passent au crible les lieux que Casey prétend avoir visités avec sa fille. Ces vérifications ne permettent pas de confirmer la version des Parsons. Alors que l'on s'enfonce dans cette affaire mystérieuse, certains proches de la famille commencent à parler de contradictions flagrantes entre les déclarations des parents et ce qu'ils ont pu constater eux-mêmes. Les détectives croisent les informations et découvrent des transferts financiers suspects, des justificatifs inexistants et des témoignages contradictoires, ce qui renforce leurs doutes. Peu à peu, l'hypothèse d'une disparition sciemment dissimulée émerge. Malgré le manque de preuves directes, la police acquiert la conviction qu'Erika n'a jamais été remise en sécurité, à l'opposé des affirmations de Casey. En janvier 2013, la tension atteint son paroxysme lorsque les enquêteurs décident de mettre en garde à vue Casey et Sandy Parsons pour fausses déclarations. Les autorités estiment qu'ils ont volontairement induit la police en erreur et altéré le cours de l'enquête. Cette arrestation marque un tournant, car elle permet de braquer les projecteurs sur les parents adoptifs et de réévaluer leurs responsabilités dans la disparition de l'adolescente. Malgré leur détention, ils persistent à clamer que leur version est la seule vérité. Pendant ce temps, la communauté de Salisbury commence à craindre le pire quant au sort d'Erika, qui, selon toute logique, aurait déjà dû réapparaître si elle était réellement partie de son plein gré. La perspective d'un acte criminel se précise, et la population réclame des réponses. C'est dans ce climat tendu et chargé d'émotions que la recherche d'Erika se poursuit, tandis que les enquêteurs s'évertuent à regrouper suffisamment de preuves pour expliquer ce qui s'est réellement passé. Les mensonges présumés des Parsons compliquent la tâche, mais ne découragent pas les forces de l'ordre, déterminées à élucider ce mystère et à retrouver la trace de cette jeune fille dont personne ne semble savoir où elle se trouve. Alors que s'accumulent les indices et que les motivations obscures de la famille sont peu à peu mises au jour, tous comprennent que la vérité sur Erika ne pourra désormais se dissocier des mensonges qui entourent sa disparition. Le 6 septembre 2019, un chasseur qui se promène dans une zone boisée près de la maison autrefois habitée par la famille Parsons s'arrête net en apercevant des ossements partiellement enterrés sous des feuilles mortes. Il contacte immédiatement les autorités locales, qui interviennent sur les lieux pour préserver la scène et vérifier s'il s'agit bien de restes humains. Les premières constatations font remonter une vague d'angoisse dans la communauté. Depuis des années, des soupçons pèsent sur la disparition tragique dont on entend parler dans les médias locaux, et beaucoup craignent que cette découverte soit liée à l'adolescente disparue. Les enquêteurs ratissent méticuleusement le secteur,
recueillent le moindre fragment d'os et prennent des photos détaillées avant de les transmettre aux médecins légistes. Chaque parcelle d'information est essentielle, car la région retient son souffle en attendant la confirmation de l'identité de ces restes. Quelques jours plus tard, le bureau du médecin légiste annonce que les analyses scientifiques confirment l'impensable. Ces ossements appartiennent à Erika Lynn Parsons, signalée disparue plusieurs années auparavant et jamais retrouvée jusqu'ici. L'annonce déclenche une émotion profonde dans tout le comté de Rowan, où la nouvelle se répand rapidement. Les médias nationaux relaient l'information et, aussitôt, les regards se tournent vers Casey et Sandy Parsons, les parents adoptifs d'Erika, qui se trouvent déjà dans le collimateur de la justice depuis le début de cette affaire. Les autorités locales et fédérales, mobilisées depuis des années, s'activent pour finaliser l'enquête. Les procureurs rassemblent les preuves et organisent de nouveaux interrogatoires visant à déterminer clairement les circonstances de la mort d'Erika. Pendant ce temps, la population de Salisbury, en Caroline du Nord, ressent un mélange de soulagement et d'horreur. L'incertitude prend fin, mais elle se solde par une conclusion funeste. Des veillées spontanées se mettent en place, rassemblant voisins, bénévoles et simples citoyens choqués par la confirmation de cette disparition qui s'est transformée en affaire criminelle. Certains portent des bougies ou déposent des fleurs devant le domicile où la jeune fille a vécu. D'autres adressent des prières pour que justice soit rendue. Les médias, quant à eux, interrogent d'anciens amis de la famille et des membres de la communauté religieuse qui avaient exprimé leurs inquiétudes dans le passé. Des journalistes internationaux commencent à se pencher sur cette affaire, cherchant à comprendre comment une adolescente a pu disparaître sans déclencher d'alertes immédiates et pourquoi le processus judiciaire prend autant de temps à aboutir. Au fur et à mesure que les nouvelles sur l'identification formelle d'Erika se répandent, le bureau du shérif fait connaître son intention de poursuivre vigoureusement ceux qui portent la responsabilité de sa mort. Casey et Sandy se retrouvent au centre de l'attention, accusés d'abus et de négligence envers l'enfant qu'ils avaient pourtant accueilli dans leur foyer. Le procès débute peu de temps après l'analyse médico-légale, et les débats s'engagent autour de preuves accumulées depuis le lancement de l'enquête. Des témoignages d'experts expliquent comment la jeune fille a vraisemblablement subi des violences physiques prolongées et de quelle manière les adultes responsables de sa protection ont failli à leur devoir. Les procureurs insistent sur les incohérences dans les déclarations de Casey et Sandy, qui avaient affirmé dans un premier temps avoir confié Erika à d'autres proches. Sur le banc des accusés, les deux parents adoptifs paraissent distants, et leur défense tente de minimiser leur implication directe, invoquant des difficultés financières et des problèmes personnels pour justifier un climat familial tendu. La tension dans la salle d'audience monte lorsque le jury découvre des photographies d'Erika, souriante et pleine d'espoir sur les rares clichés conservés par des tantes ou des oncles éloignés. Les experts en protection de l'enfance interviennent pour souligner les lacunes du système qui n'a pas su détecter les signes de danger à temps. Des responsables associatifs rappellent qu'Erika, mineure et scolarisée, aurait dû être protégée plus efficacement par les services sociaux et le milieu scolaire. À mesure que le témoignage des enquêteurs révèle des détails troublants sur la vie d'Erika avant sa mort, l'ambiance se fait pesante, tant pour la communauté que pour les observateurs extérieurs. Lorsque le verdict tombe, Casey et Sandy sont reconnus coupables d'abus et de négligence ayant conduit au décès d'Erika. Les peines prononcées reflètent la gravité de leurs actes, et les procureurs soulignent l'importance de ce jugement comme signal fort. Il n'est plus question de tolérer la maltraitance au sein des foyers, et le cas d'Erika doit servir d'exemple pour renforcer la vigilance envers les enfants en situation vulnérable. Dans les semaines, la communauté se mobilise.